Alors là, on va parler des grandes approches de psychothérapie depuis, bon, on va remonter en gros jusqu'à Freud. On va pas partir de la nuit des temps comme parfois on l'a fait en hypnose sur l'abbé Faria. Bref, non, non, on va aller vraiment, on va parler donc des grandes approches en psychothérapie et en fait, bien entendu, puisque on va parler de psychanalyse là, hein, pour le coup, puisque c'était vraiment la thérapie par excellence. Mais comme on est dans une formation en thérapie brève, bien entendu, l'objectif dans ce module est de faire du lien entre ce que nous a apporté la psychanalyse et comment on va l'utiliser aujourd'hui au sein de nos thérapies brèves. Vraiment, c'est comme si on allait chercher chez nos ancêtres des enseignements, mais bien sûr qu'ils s'adaptent à la vie d'aujourd'hui qui est différente, à la perception des choses qui sont différentes. Voilà, je pense que ça va être assez passionnant de parcourir tout ça. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que j'ai eu à réaliser ce chapitre. Donc la psychothérapie, elle s'est construite bien entendu au fil du temps, hein, au travers de grands courants. Et ça va vous aider aussi à vous repérer dans la formation que vous êtes en train de faire là maintenant avec moi. Elle va vous aider à vous repérer en fait où vous vous situez dans l'axe de la psychothérapie. Ça va vous aider peut-être, euh, allez, j'allais presque dire d'une manière systémique, comment vous allez pouvoir vous relier à toutes ces personnes qui ont contribué à, à la connaissance de la santé mentale et de la psyché. Donc, on va voir que certains s'intéressent à l'inconscient, d'autres plutôt aux blessures, d'autres aux pensées et aux comportements, et d'autres à la qualité de la relation ou au système dans lequel la personne évolue. Alors, bien entendu, toutes ces approches ne s'opposent pas, elles se complètent. Leurs travaux, en fait, à chacun, ont permis aussi de nourrir d'autres approches. Et c'est ça qui est passionnant. Alors, parfois, il y en a qui ont travaillé ensemble, puis qu'au bout d'un moment se sont séparés parce qu'ils se retrouvaient plus dans les approches l'un de l'autre. Mais peu importe, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc, il y a des lectures différentes, et ça, il faut bien comprendre parce que quand vous allez plus tard euh, échanger avec des collègues qui auront des approches différentes, euh, c'est pas qu'ils ont tort, c'est pas que vous avez raison, c'est juste que c'est une autre lecture. Voilà, allez, je sais pas, j'ai une métaphore qui me vient, mais vraiment, vous voyez, c'est comme quand vous regardez euh, un produit au supermarché qui est sous cellophane, vous regardez son aspect, vous regardez s'il semble frais ou pas, ça c'est une lecture. Et puis la deuxième lecture, ça serait la lecture de l'étiquette. Qu'est-ce qui contient dedans? Quelle est la part d'ingrédients? Voilà, c'est ça qui va faire la différence, tout simplement. Ce sont des lectures. Deux lectures qui ne s'opposent pas, elles se complètent. Je ne sais pas pourquoi j'ai une métaphore comme ça, debout. Ouais. Donc, nous allons regarder toutes ces approches intégratives. Ça veut dire qu'on ne va pas s'enfermer dans une école, hein, rappelez-vous. Enfin, moi, c'est vraiment ce pourquoi j'ai fait cette formation. On ne va pas s'enfermer dans une école, on va prendre ce qu'il y a de bon un petit peu partout. C'est vraiment comme ça que j'ai voulu créer cette méthode. Donc, on va explorer les principales écoles de pensée et avant de voir comment elles s'articulent dans une pratique contemporaine. Donc, vous allez voir que pour l'instant, ce qu'on va regarder, c'est qui sont ces personnes. Allez, pour ça, je vous partage un document. Je vais mettre sur pause un instant, le temps de vous partager le document. Voilà le document et voilà cette belle brochette de psychanalystes ou de psychothérapeutes ou de psychologues. Bien entendu, ils ne sont pas tous, hein, vous imaginez bien. Et pourquoi j'ai voulu vous proposer ça? Parce que déjà, euh, ce qui va être important, c'est de pouvoir euh, vous repérer dans toutes ces approches. Ça va, je vous dis, vous donner quelque part la possibilité de mieux trouver votre place. Euh, Connaître les grands courants fondateurs et leurs spécificités, c'est vraiment pour vous. Vous n'allez pas spécialement le partager avec vos patients, c'est pas le but. On va aussi, bien entendu, à travers ça, apprendre euh,
des notions qui vont vraiment vous aider en thérapie. Alors là, pour le coup, ça va vraiment vous aider, puisque vous savez que il y a plusieurs, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs lectures, et notamment des personnes plus contemporaines que d'autres. En tous les cas, vous allez voir que vous allez être assez satisfait, j'en suis sûre, de ce qui va se passer dans ce module. Et puis, on va comprendre aussi que, par exemple, au travers d'un cas clinique, on va pouvoir utiliser des grilles de lecture différentes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, pour un cas clinique, identifier par rapport aux blessures de Lise Bourbeau, mais on va pouvoir peut-être aller plus loin dans la thérapie des schémas, ou encore utiliser les différentes postures en passant soit par le triangle de Cartman, comme on l'a vu si ce n'est pas déjà fait dans ce module, enfin en tous les cas ça sera, ou alors ce qu'on verra, les états du moi dans l'analyse transactionnelle. Donc, il y a des compétences quand même qui sont visées pour vous dans ce module, c'est de comprendre la dynamique émotionnelle, comportementale et relationnelle d'une situation bien entendu aussi d'une personne. Identifier les schémas précoces inadaptés et les modes de fonctionnement dominants du patient, hein, c'est voilà, ce qu'il a vécu dans l'enfance et en quoi ça va intervenir dans ses stratégies. Repérer les transactions issues des différents états du moi, et puis favoriser l'expression et la régulation des émotions dans un cadre sécurisé et accompagner la personne vers des stratégies de changement adaptées dans une posture neutre, bienveillante et consciente. Alors, les grands protagonistes je ne peux pas augmenter, de la psychothérapie, on va en parler tout de suite et on va commencer par Sigmund. Alors, je ris toujours quand je parle de Sigmund parce que voilà, j'en ai fait un petit jeu sur les réseaux sociaux et je dis toujours que Sigmund et moi, on n'est pas très très copains. Forcément, entre la psychanalyse de Sigmund et les thérapies brèves telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui, il y a quand même un grand écart, mais on ne peut pas nier son importance et vraiment, c'est le père fondateur hein, de la psychanalyse. Il faut le remettre aussi dans son contexte. Il a proposé à l'époque, en tous les cas, des idées extrêmement révolutionnaires. Ce qu'il a mis en lumière, c'est-à-dire qu'il a déjà introduit les notions de inconscient, de conflit psychique et de transfert. Quand on parle du transfert et du contre-transfert, effectivement, c'est un héritage de Freud. En ce qui concerne l'inconscient, euh, il ne voit pas du tout l'inconscient comme l'a vu Milton Erickson, hein, qu'on voit, je ne sais pas si, voilà, si je peux avoir ici, vous voyez, Milton Erickson et Freud ont tous les deux parlé d'inconscient, mais ils n'en ont pas parlé tout à fait de la même manière. Pour Freud, l'inconscient, c'est vraiment le réservoir des désirs, des pulsions et des souvenirs refoulés. Alors que pour Milton Erickson, on verra que c'est plutôt le lieu des ressources et des apprentissages. Bon, bref, vous l'aurez bien compris, ce qui était important à l'époque, c'est de voir que il y avait chez Freud donc l'inconscient avec les pulsions refoulées, il y avait du conflit psychique, ce qu'il appelait entre le ça, le moi et le surmoi. Donc le ça, c'était tout simplement euh, les désirs que l'on avait, ou que l'on a des petits d'ailleurs, hein. Le moi, la raison, et le surmoi, les interdits. Bon, moi, personnellement, j'ai étudié Freud un petit peu à l'école d'infirmière. Ça m'avait pas méga convaincu cette histoire. On va en parler, hein. Enfin, on va en parler, non, on va pas s'éterniser dessus, mais on peut parler rapidement du complexe d'Oedipe et compagnie. Voilà. Freud avait quand même une vision un petit peu parfois surprenante de la manière dont il analysait ses patientes, principalement ses patientes. Il y avait quelque chose un peu de l'ordre de l'homme masculin face à des femmes qu'il qualifiait souvent d'hystériques et il faisait souvent beaucoup de liens, il liait beaucoup à la sexualité. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre sur Freud. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ces héritages sont quand même précieux, en tous les cas certains, et que l'on continue à les utiliser même en thérapie brève aujourd'hui, notamment le fait d'avoir déjà perçu qu'il y avait euh, trois notions dans un individu. Et ça, vous verrez, cette triade, on la retrouve énormément
mais même dans les thérapies brèves, on la retrouve. C'est vraiment quelque chose qui a couru tout au long du parcours de la psychothérapie dans le monde. Donc, et puis, Freud faisait déjà un rapport entre les blessures infantiles et qui façonnaient la personnalité adulte. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est encore très contemporain pour le coup. Bon, le problème des thérapies de Freud, c'est qu'elles étaient très longues et elles étaient centrées sur l'analyse du passé, ce qui permettait pas toujours d'avoir de très très bons résultats. Euh, voilà, bon, voilà, on peut en penser ce qu'on veut. En tous les cas, il est là, il est bien là, et puis il a vraiment permis de faire avancer le schmilblick, si j'ose dire. Ensuite, ici, vous avez Carl Jung, lui qui est un fondateur de la psychologie analytique. Vous voyez, on n'est plus dans la psychanalyse, on est dans la psychologie analytique. Hein, ouais, ça devient un petit peu subtil. Hein. Lui, il a plutôt mis en lumière, enfin, il a travaillé plutôt sur les archétypes, sur l'inconscient collectif et le processus d'individuation. On reparlera du processus d'individuation que j'utilise moi très très souvent dans mes thérapies. L'inconscient collectif aussi, hein, bien sûr, hein, ça c'est quelque chose dont on parle aussi régulièrement. Les archétypes, je me suis pas attardée dessus, non pas que c'est pas intéressant, c'est que ça demande encore vraiment, ça redemanderait presque encore une formation à part entière, voilà, tout simplement. Donc, Jung, c'était un élève de Freud, hein, et il va s'en détacher au bout d'un moment pour aller vers une vision plus symbolique, plus spirituelle de la psyché. Il considère, alors lui, il aime bien les symboles, hein, il est très dans la symbolique, hein, Jung. Hein. J'aime beaucoup, c'est vrai que bien qu'il soit, ça soit aussi un père fondateur, il est encore très présent dans la thérapie contemporaine. Il y a beaucoup de choses qui sont restées de Jung. Donc, il considère que l'inconscient ne contient pas que des désirs refoulés, mais aussi des forces créatrices et des symboles universels. C'est ça qu'il appelle les archétypes. Donc, on commence à se rapprocher de la vision de Milton Erickson aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une référence à Milton Erickson, mais en tous les cas, il va être beaucoup plus contemporain dans le temps. On va se rapprocher de ça. Il va parler, lui, d'inconscient collectif relié à la mémoire universelle de l'humanité. C'est quand même vraiment intéressant. Et il va parler aussi, il va mettre en lumière les archétypes, des figures symboliques auxquelles on pourrait s'identifier et qui pourraient nous aider en fait dans la connaissance de soi. Voilà. Et puis l'individuation que j'aime beaucoup, c'est vraiment le fait d'aller, si on pourrait dire un petit peu l'ancêtre du développement personnel, hein, c'est vraiment de se détacher de ce que la société nous demande, de ce que notre notre famille nous demande, enfin, c'est-à-dire c'est vraiment le détachement par rapport à nos modèles pour aller vers la complétude, le soi. Hein. C'est vraiment le principe du développement personnel finalement aujourd'hui. Bon, c'était bien plus poussé. Donc, il a lié la psychologie, la dimension symbolique, spirituelle et existentielle qu'on retrouve souvent dans nos cabinets. Il avait une approche beaucoup plus introspective, moins centrée sur le comportement observable. Voilà. Voilà pour Jung. Donc, vous verrez, on le verra un petit peu plus loin dans ce module, sur le processus d'individuation. Et puis ensuite, on a Carl Rogers. Carl Rogers qui est un peu plus contemporain, là, donc il arrive en troisième position ici. Alors lui, c'est le pionnier des thérapies humanistes, qui ont été quand même, ça a été quand même un grand changement aussi dans les thérapies. Il a amené la relation thérapeutique comme moteur du changement. Bon, alors ça, pour le coup, pour nous, c'est vraiment au cœur de notre pratique. Hein. On a besoin de cette relation thérapeutique, sinon on sait très bien que le changement ne va pas opérer. Et ça, je vous le dis régulièrement. Donc, il va rompre la froideur analytique, il va mettre toute la place à la relation humaine, en sachant aussi que la personne rejoue dans la thérapie ce qu'elle joue déjà à l'extérieur. Donc, ce qui se rejoue dans le lien entre le patient, le consultant, le client et vous va avoir une importance et ça va vous donner vraiment des billes pour comprendre que ce qui se joue là avec vous, ça se joue aussi à l'extérieur. Et c'est très, très instructif.
Son idée, c'est que le changement ne vient pas de l'interprétation du thérapeute, mais de la qualité du lien thérapeutique. Et ça, vous le savez, c'est pour ça que je vous dis, ne préparez jamais, jamais vos séances, puisque c'est la qualité du lien. Et si vous êtes déjà dans vos interprétations, eh bien, vous allez perdre le lien. Donc, il va développer 3 attitudes fondamentales. L'écoute empathique, la congruence, hein. La congruence, c'est le fait d'être authentique, que nos parties intérieures soient d'accord. D'ailleurs, c'est souvent des choses que je demande à mes patients. Êtes-vous congruent dans ce que vous me dites, dans ce que vous ressentez? Et puis, il va aussi amener la considération positive inconditionnelle. C'est-à-dire, c'est le fait d'accepter ce que notre client nous amène sans jugement, hein. C'est vraiment une acceptation inconditionnelle. Donc, les apports majeurs, c'est la thérapie devient un espace de sécurité, d'acceptation, où le patient peut se redécouvrir et découvrir surtout ses forces. Alors, je dirais un petit peu le problème, peut-être, de Carl Rogers, c'est qu'il ne propose pas d'outils concrets pour les troubles plus complexes. Donc, effectivement, créer la relation thérapeutique, c'est bien. Être congruent et être dans l'acceptation inconditionnelle, c'est bien. Mais là, clairement, ça manque un peu d'outils pour pouvoir aller un peu plus loin dans certaines choses, et notamment dans les traumas. Alors, du coup, pas forcément, il y avait encore des choses à faire, vous vous rendez bien compte. Et c'est là qu'on a donc Eric Berne, qui est le créateur de l'analyse transactionnelle. Alors là, pour le coup, c'est aussi une personne très, très importante, hein, dans le, dans, dans- dans le décor de la psychothérapie. Lui, il va mettre en lumière, en tous les cas, il va mettre des mots sur les états du moi, les transactions et les jeux psychologiques. Berne voulait rendre la psychologie simple et accessible à tous. Ah, vous voyez pourquoi je l'aime beaucoup, Berne, peut-être plus que Freud, parce que je partage aussi vraiment cette vision. Il observe que nos échanges suivent des modèles répétitifs issus de l'enfance. Ça, vous le savez, on le sait maintenant, mais lui, en tous les cas, vous voyez, il est quand même né en 1910. Il a vraiment mis le doigt là-dessus et il a créé des concepts clés comme les 3 états du moi que nous allons voir donc en dessous, le parent, l'adulte et l'enfant, qui déterminent nos réactions. Euh, il va aussi, bien entendu, mettre en lumière, une fois qu'il a vu les 3 états du moi, les transactions qui se passent entre ces états, donc on va en parler aussi, et les jeux psychologiques, donc les scénarios relationnels répétitifs, victime, sauveur, bourreau, que l'on voit aussi dans la formation un petit peu plus loin. Donc, là, on a des apports qui sont majeurs. Une lecture simple des relations humaines. En fait, ça y est, ça devient compréhensible pour beaucoup. C'est applicable en thérapie comme en entreprise. La limite parfois, c'est que il simplifie des processus inconscients peut-être plus complexes. Voilà ce qu'on pourrait reprocher. S'il y avait quelque chose à reprocher à Berne, mais il a apporté tellement qu'on ne va pas lui reprocher grand-chose. Voilà, on va remercier tout simplement Eric Berne. Ensuite, nous avons Milton Erickson. Alors lui, c'est le père de l'hypnose moderne, hein. L'inconscient comme ressource et non comme ennemi. Et franchement, moi, je partage vraiment cette vision avec lui pour avoir travaillé avec tellement d'inconscients en thérapie, en séance, que je ne peux le voir que comme ça aujourd'hui. Mais bien entendu, encore une fois, rien ne s'oppose, tout se complète. Pour lui, chaque personne possède en elle les ressources de son changement. L'hypnose est conversationnelle, douce et elle va s'adapter à chaque individu. Il valorise la créativité thérapeutique, l'intuition et le langage symbolique. Donc, ces apports majeurs, c'est le fondement de l'hypnose, hein, tel qu'on le connaît aujourd'hui et des thérapies brèves. C'est pour ça que, bien entendu, c'est un petit peu une figure représentative pour moi des thérapies brèves. Il a une approche parfois difficile à théoriser et elle repose beaucoup sur le sur-mesure. Moi, perso, je trouve ça plutôt bien de reposer sur le sur-mesure. Enfin, en tous les cas, ça me plaît. C'est bien plus inconfortable pour le thérapeute, je le sais.
c'est souvent inconfortable pour vous, je le sais. Vous aimeriez tellement avoir des protocoles comme dans le coaching, par exemple. Ça serait tellement plus simple. Et en même temps, tellement plus simple. Et en même temps, peut-être plus tout à fait adapté. Pour moi, le sur-mesure, c'est concret. La thérapie va vraiment se ficeler avec notre client, notre consultant. Alors ensuite, nous avons Aaron Beck, qui lui est... alors, il est aussi, je ne l'ai pas mis en photo ici, il y a Albert Ellis qui est avec lui. Ce sont les fondateurs des thérapies comportementales et cognitives. Bon, vous savez que je ne suis pas une fan, ou si vous ne le savez pas, vous l'apprenez, je ne suis pas une fan inconditionnelle des TCC, sauf dans certains cas que je les trouve vraiment très, très intéressantes, notamment dans les troubles addictifs, les troubles de conduite alimentaire. Voilà. Pour ce qui concerne les TOC, les phobies, je ne les trouve pas. Voilà, c'est souvent cité hein, dans les émissions à la télé. Quand on regarde certaines émissions sur les TOC et les phobies, on parle des TCC. Personnellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de résultats et beaucoup plus rapide avec l'hypnose. Donc, Beck, c'est un psychiatre américain. Il observe que les personnes dépressives entretiennent des pensées automatiques négatives. Donc, et l'autre, Albert Ellis, il va développer la thérapie rationnelle émotive. Bon, pour lui, ce ne sont pas les événements qui font souffrir, mais la manière dont on les interprète. Et c'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Il peut tous nous arriver une chose identique, mais on ne va pas forcément les vivre et les continuer à les faire vivre de la même manière. On peut très bien soit ne pas s'y attacher, auquel cas ça passera, soit au contraire, on va cristalliser cet événement, comme par exemple on le voit dans les traumas, où des personnes se sont tellement raconté l'histoire qu'elles ont même fini par se désensibiliser quelque part, mais pour autant sans vraiment des fois avoir résolu le problème en profondeur. Donc, ça plaît aux gens qui sont hyper cortiqués et très structurés. Si vous l'êtes, vous allez vous reconnaître. C'est vraiment petit 1, petit 2, petit 3. C'est très, très, on y va par étapes. C'est très tendance hein, aujourd'hui, les TCC. Heureusement, il y a une cinquième vague qui apporte quand même le côté plus émotionnel. Et en tous les cas, je crois qu'il y a une prise de conscience maintenant des traumas. J'espère, en tous les cas, parce que enfin, pour moi, c'est une trop grosse limite pour que je puisse m'y intéresser vraiment concrètement, même si je pense qu'il y a vraiment des outils de thérapie bref qui sont vraiment très, très, très intéressants. Donc, alors oui, c'est une méthode aussi qui a été validée scientifiquement. Ah oui, la science. La science, bah oui, avant que nous, nos outils de thérapie brève soient peut-être validés scientifiquement, il va se passer encore du temps, peut-être qu'elles ne le seront jamais. Et j'allais dire, et à quoi bon? Est-ce qu'on a besoin de ça? Enfin bon, bref, ça, c'est un autre débat. Donc, elles sont orientées vers le présent. C'est ça, c'est cela qu'on partage aussi avec les TCC. On essaye d'être dans le présent et vers les solutions. Sauf que souvent, il n'y a pas de prise en compte du passé. Et puis, c'est beaucoup sur le cognitif sans explorer l'histoire émotionnelle. Moi, personnellement, je ne pourrais pas du tout travailler comme ça. Mais après, encore une fois, je respecte les autres approches. Ensuite, nous avons l'école de Palo Alto avec une ribambelle de personnes, notamment Grégory Bateson, que je n'ai pas mis là en photo, il aurait mérité, Paul Václavic, Don Jackson et Giorgio Nardone. Il y en a d'autres, bien sûr. Et donc, l'école de Palo Alto va inventer la thérapie systémique et stratégique qui est née en Californie. L'école de Palo Alto va développer une vision systémique. Donc, elle va dire, le problème ne vient pas d'un individu, mais des interactions entre les membres du système. Bon, moi, je suis une vraie fan inconditionnelle de la systémie. C'est pour ça aussi que j'aime l'analyse transactionnelle, parce que l'analyse transactionnelle va aussi prendre en compte la relation, les transactions. Donc, en ça, ce sont vraiment des approches, moi, que je trouve assez passionnantes. Chaque comportement a une fonction dans le système, que ce soit familial, conjugal, professionnel. Les tentatives de solution maintiennent souvent le problème, et ça, on le verra à plusieurs reprises. Le thérapeute peut agir sur la communication circulaire pour rompre les cercles vicieux. On verra un petit peu plus loin comment on systémise
on peut venir donc déconstruire, ramener ramener en tous les cas de la conscience dans les échanges et dans les relations qu'il y a avec les membres de la famille ou les membres du système. Donc, c'est vraiment la naissance des thérapies brèves qui sont efficaces sur les troubles comportementaux et relationnels. Donc, c'est quand même... et puis, je vais vous parler quand même plus de Giorgio Nardone, puisque lui, c'est un psychanalyste et stratège du changement. Donc, il a inventé la thérapie brève stratégique. Alors, il l'a inventé, hein, en tous les cas, il en fait partie. C'est un disciple de Václavic de Palo Alto. Et ils avaient créé donc le centre de thérapie stratégique. Ils combinent la rigueur du modèle de Palo Alto avec une accroche encore plus concrète et opérationnelle. Donc, pour lui, c'est pas en parlant du problème qu'on le résout, mais en changeant la façon d'y répondre. Voilà. Alors ça, c'est du pur Nardone. Si vous avez la possibilité de regarder un jour une consultation avec Nardone, c'est assez effarant. Il utilise des protocoles précis, mais paradoxaux, pour déstabiliser le système et permettre le changement. Alors, et c'est là où on parle vraiment de paradoxe, c'est-à-dire parfois on va amplifier le système. Et puis, les apports majeurs, c'est que c'est centré sur le résultat et c'est très intéressant dans les troubles anxieux, phobiques, alimentaires ou relationnels. Voilà, voilà. Que vous dire d'autre? Mince, j'ai fait une mauvaise manip. Ah ben, on va parler de Jung. Alors, pas Jung, celui qu'on a vu tout à l'heure. C'était tout à l'heure, c'était Jung. Maintenant, on va parler de Jung. Je sais que c'est pas facile de s'y repérer dans tout ça. J'essaie de retrouver. Donc, Jeffrey Jung, ne pas confondre avec Carl Jung, hein. D'accord? Ils sont juste, Jeffrey Jung encore vivant déjà, et ils sont juste pas du tout de la même année. Alors, Jeffrey Jung, lui, va être le créateur de la thérapie des schémas. Il va proposer une approche intégrative des blessures précoces, c'est-à-dire que lui va repartir dans le passé. Alors, c'est quelqu'un qui est formé au TCC, hein, qui est un adepte des TCC, mais il va constater que ça ne suffit pas. Et franchement, c'est un constat qui était clair, hein. Ça ne prenait pas en compte les blessures profondes, ni les traumas, ni les troubles de la personnalité. Donc, il va créer une approche intégrative qui va combiner les TCC, la théorie de l'attachement, hein, vous savez, les fameux troubles de l'attachement, et la psychanalyse avec les relations précoces. Bon, bien, hein, aussi Jung, franchement, ça manquait, hein, clairement, ça manquait. Donc, avec lui, on va voir justement aujourd'hui, dans ce module, vous allez voir donc la thérapie des schémas qui permet de relier les blessures de l'enfance au comportement adulte. Donc, encore une fois, dans la thérapie des schémas, on peut avoir, en fait, dans le fait d'analyser les blessures, on peut bien sûr se pencher sur les troubles de l'attachement, on peut se pencher sur les 5 blessures de Lise Bourbeau ou la thérapie des schémas de Jeffrey Young. Voilà, ce sont des lectures, encore une fois. Et puis, nous allons terminer. Alors, il n'y a aucune femme. Pourtant, il y en a une, je vous l'ai mis dans un tableau un petit peu plus loin. Mais à cette époque-là, les femmes n'étaient pas forcément mises sur le devant de la scène. On a François Roustan, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, en 2016. Alors lui, c'est un philosophe, un psychanalyste et un hypnothérapeute français. Et lui, il a voulu quitter le cadre freudien pour se rapprocher d'Erikson. Il défend une hypnose simple, débarrassée des techniques rigides, centrée sur la présence, l'ici et le maintenant et la liberté intérieure. Il disait la thérapie n'est pas de comprendre, mais de redevenir vivant. Donc, il a amené vraiment des apports majeurs. Il relie la dimension spirituelle, existentielle de l'hypnose à la pratique quotidienne dans l'accompagnement. Ça aussi, c'est quelqu'un avec qui vraiment je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces valeurs. Alors, tout ça pour vous dire, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai remis un tableau. Hop, j'essaye de le remettre mieux. Je vous ai remis un tableau où on essaye de comprendre d'une manière historique, si j'ose dire, euh, les différents courants, enfin les époques. Vous allez retrouver les courants, les personnes majeures, hein. Alors,
Il y en a que je n'ai pas cité, je suis désolée, j'ai pas, on ne peut pas citer tout le monde parce que vraiment ça ferait beaucoup, mais on a aussi dans les années 40 la naissance de la Gestalt thérapie avec le couple Perls qui va voilà, c'est important de le citer quand même parce que ils vont aussi avoir comment mettre en lumière l'ici et le maintenant, la responsabilisation, l'unité du corps et de l'esprit, l'expression émotionnelle et la thérapie expérientielle et créative. Dans les thérapies brèves, vraiment, il y a beaucoup de liens, si ce n'est que dans la Gestalt. Peut-être, on est plus dans un petit côté, un petit peu psychoanalyse peut-être que dans le présent, et encore que c'est pas toujours évident de se positionner dans toutes ces approches. On a aussi des approches corporelles avec la bioénergie, relier les tensions corporelles, la respiration, les histoires émotionnelles. Bien entendu, là, on n'a pas parlé aussi de tout ce qui était transgénérationnel, mais bon, il y aurait de quoi faire, hein. Vous imaginez qu'il y aurait vraiment beaucoup de quoi faire. Donc, la systémie avec Bateson, Paul Vaslavic et Virginia Satir. Voilà. Et Jay Haley aussi, qui sont vraiment des adeptes. Virginia Satir aussi, qui fait partie des protagonistes de la thérapie brève, de la systémie notamment. Voilà. Donc, une communication circulaire comme système naissance des thérapies brèves, donc avec ces personnes, avec l'école de Palo Alto, voilà, les TCC avec Aaron Beck, Jeffrey Young. Et je vous ai mis ici personnes qui ne sont pas dans la photo que vous avez vue. Francine Shapiro, qui, elle, a permis l'émergence de l'EMDR, donc la mémoire traumatique, avec la sécurité intérieure, le corps, cerveau, émotion. Donc voilà, Francine Shapiro, eh bien, qui est décédée aussi il y a pas si longtemps. Donc voilà, personne très très intéressante aussi. Voilà, ici je vous ai remis un tableau. Euh, je sais, ça fait beaucoup de tableaux, mais je trouve que c'est quand même bien visuel de voir ces tableaux. Là, je vous ai remis en repartant des approches, des auteurs, les caractéristiques de toutes ces personnes ou de ces approches. Et puis je vous ai mis des petites anecdotes. Freud, passionné d'archéologie, comparait l'inconscient avec des runes à fouiller. Bon, Freud, moi je pense que Freud aurait souvent besoin d'un psy. Beck découvre la pensée automatique, ces patients dépressifs répétaient toujours la même phrase, je suis nul, je suis inutile, et il ne s'en rendait même pas compte. C'est ce qui a alerté c'est ce qui lui a permis de créer euh, cette approche structurée. Rogers était surnommé l'homme qui écoutait vraiment. Palo Alto, dans le cas d'une personne anorexique, au lieu de la forcer à manger, on lui a demandé de ne manger uniquement que sous la contrainte familiale, ce qui a permis de rompre. Alors, vous allez vous dire, mais c'est complètement cinglé, c'est complètement pervers ce truc. Bon, pas du tout. Il faut comprendre effectivement les thérapies stratégiques et en quoi elles ont du sens. Milton Erickson, bah oui, la plus grande anecdote que l'on connaît sur lui, c'était qu'il était atteint de la polio, qu'il était paralysé, qu'il a repris à marcher en observant ses frères et sœurs. Et c'est en utilisant le pouvoir de ses ressources, de son imagination, de la visualisation, qu'il a réussi à marcher. Il a fini en fauteuil roulant, mais sur la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il s'est quand même un peu guéri quand même entre-temps. Et puis Berne sur l'analyse transactionnelle qui disait ce n'est pas un directeur qui parle à un employé, c'est un parent qui sermonne un enfant. Et ça, vous allez vite comprendre de quoi on parle dans le module quand je vous dis ça. Et puis Francine Shapiro, la découverte de l'EMDR. En marchant, elle a découvert l'EMDR, ses angoisses diminuaient quand ses yeux bougeaient rapidement. Je crois que c'est. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Si j'en dis une, ce n'est pas très très grave, ça ne va pas changer le cours de votre formation. Me semble-t-il qu'elle était à Central Park quand quand elle regardait, je sais plus, bref, vous savez, dans un parc, on peut regarder à droite, à droite, à gauche, et c'est en faisant ça qu'elle s'est aperçue qu'il se passait quelque chose et qu'elle avait voilà, des grands mouvements respiratoires qui lui permettaient de diminuer ses angoisses. Et du coup, elle a fait des recherches là-dessus. Voilà pour les grandes approches
les grands protagonistes de la psychothérapie. J'espère que ce petit temps historique vous aura quand même intéressé et que vous comprenez mieux maintenant où se situent les thérapies brèves. Et puis maintenant, on va aller voir comment on va pouvoir prendre chez nos ancêtres, chez toutes ces personnes, euh, ce qu'ils ont fait de bon, vraiment de meilleur, toutes ces approches, et comment on va pouvoir la mettre maintenant au service des personnes que l'on va accompagner. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.